On dit souvent que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais ce qu'on n'entend jamais, c'est que l'histoire a longtemps été écrite par et pour les hommes. En effet, lorsqu'on évoque de grands personnages historiques, le plus souvent, on parle d'hommes. Moi-même, je n'échappe pas à ça, et pour l'instant, mes 2 portraits de révolutionnaires étaient des portraits d'hommes. On va essayer de réparer ça aujourd'hui en parlant d'une grande révolutionnaire française à la vie encore trop méconnue, Louise Michel. Et pour en parler, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connaît en femme badass de ce calibre. La prof. Allez, c'est parti. Louise Michel est née en 1830. Sa mère était servante au château de Vroncourt et son père était inconnu, probablement le fils des propriétaires. Elle reçoit une bonne éducation littéraire et musicale avant même d'aller à l'école. Son grand-père lui raconte la Révolution qu'il a vécue. Elle s'amuse à en rejouer les grands moments avec son cousin à partir d'un échafaud qu'ils ont construit, déjà précoce dans ses convictions. Elle ne manque pas non plus d'esprit. Quand elle entre à l'école, elle aime troller pendant les dictées en écrivant absolument tout ce que le maître dit, même les remarques concernant la manière dont elle tient sa plume. Meilleure partie de son enfance pour moi, elle recueille tous les animaux blessés qu'elle découvre pour les soigner, à tel point que les enfants des environs lui en apportent quand ils en trouvent. Très tôt, elle est aussi choquée par les inégalités entre filles et garçons qu'elle constate à partir des programmes scolaires, et par les conditions de vie du milieu paysan, qu'elle côtoie de plus près à partir des années 1850. Les grands-parents du château de Vroncourt décèdent, et elle et sa famille sont obligées de vivre dans un village des environs, avec des conditions de vie beaucoup plus dures que ce qu'elle avait connu jusque-là. C'est aussi à cette période qu'elle commence à correspondre avec Victor Hugo. Elle décide de devenir institutrice, mais elle refuse d'entrer dans une école publique. Le Second Empire vient de commencer et elle refuse de prêter serment à Napoléon III. Elle ouvre donc une école libre de jeunes filles, où la prière du matin est remplacée par la Marseillaise, et où la discipline laisse place à des sorties pour découvrir la nature. Une sorte de Montessori avant l'heure. Elle ne gagne pas bien sa vie, mais elle est heureuse. Elle commence aussi à écrire des poèmes et des feuilletons pour les journaux locaux, ce qui manque de lui valoir quelques problèmes. L'un d'entre eux est particulièrement à charge contre Napoléon III, et elle est menacée d'être envoyée au bagne de Cayenne. Comme elle répond que ça lui ferait très plaisir d'ouvrir une école là-bas et qu'elle n'avait justement pas les moyens de se payer le billet, on finit par la laisser tranquille. En 1856, elle décide de quitter son village pour partir à Paris. Louise Michel arrive à Paris en 1856. Toujours assoiffée de connaissances, elle va profiter de la vie intellectuelle de la ville. Elle se rend au cours du soir de la rue Hautefeuille, une sorte d'université populaire que fréquentent de nombreux républicains. Là, elle s'intéresse aux sciences, aux mathématiques, des domaines pourtant traditionnellement réservés aux hommes. Elle ouvre sa propre école à Montmartre, où elle continue d'appliquer ses méthodes d'éducation libre. Dans le même temps, elle écrit beaucoup. Poèmes, articles, et même un opéra de science-fiction dans lequel le monde est recouvert de lave à la suite d'une catastrophe géologique. Ça m'étonne que Roland Emmerich n'ait pas encore essayé d'acheter des droits d'adaptation, tiens. Louise rejoint un groupe féministe, le droit des femmes. Là-bas, elle forge la conviction que les femmes ne doivent pas compter sur les hommes pour défendre leurs droits. Aux droits des femmes, comme partout où les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité des sexes, je pus remarquer, comme je l'avais toujours vu avant et comme je le vis toujours après, que malgré eux, et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes auraient l'air de nous aider, mais se contenteraient toujours de l'air. Prenons donc notre place sans la mendier. Louise participe aussi à la Société démocratique de moralisation, une association qui vient en aide aux ouvrières afin de leur permettre d'éviter la prostitution. Louise est secrétaire de l'association et y donne des cours gratuits. À la fin des années 1860, le militantisme se fait de plus en plus présent dans Paris, et les critiques envers le régime impérial se font de plus en plus fortes. Louise y prend sa part. Elle écrit des poèmes militants et républicains, comme la Marseillaise noire, mais aussi des chansons comme Madame Bonaparte. En 1868, une grosse grève éclate. Elle est soutenue par l'Association internationale des travailleurs, une organisation ayant pour but d'unifier le mouvement ouvrier naissant. Les responsables sont arrêtés, mais leur procès leur donne une formidable tribune pour faire leur pub. L'Empire va alors autoriser les rassemblements afin de se faire bien voir. Dès lors, ces derniers vont se multiplier, les réunions sont nombreuses. On sent que la révolution est proche, les républicains l'attendent, mais elle tarde à se déclencher. Louise Michel assiste à de nombreuses réunions, et elle aussi attend avec impatience cette révolution. Lors d'une réunion, elle se lève et déclare « Quand l'heure sera venue, si les hommes sont timides, les citoyennes marcheront au premier rang. Moi, j'y serai. » La pression s'intensifie encore sur le régime. En 1869, on dénombre 72 grèves pour plus de 40 000 grévistes. L'année suivante, on en compte plus du double. En 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Napoléon III espère profiter de l'occasion pour redorer son blason. Comme son oncle, il veut acquérir de la gloire sur le champ de bataille. Mais après plusieurs défaites, il est capturé par les Prussiens à Sedan. La nouvelle arrive à Paris et de grandes manifestations éclatent pour réclamer la République. Bien évidemment, Louise Michel en fait partie.
et le 4 septembre, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville. L'optimisme est de mise malgré la défaite de Sedan. On est persuadé que la République apportera la victoire. Louise commence à s'entraîner au tir avec une vieille carabine. Elle est déterminée à défendre cette République naissante. Avec quelques femmes, elle décide de se proposer à aller libérer Strasbourg, encerclée par les Prussiens. De nombreux jeunes hommes et femmes la rejoignent pour aller réclamer des armes à l'Hôtel de Ville, mais on refuse de leur en donner. Très vite, les Prussiens arrivent autour de Paris et commencent à faire le siège de la ville. Le gouvernement a du mal à organiser les choses, alors la population gère comme elle peut. La faim commence à se faire sentir, alors Louise organise des repas pour ses élèves, avec l'aide de sa mère. Pour doter son quartier d'une structure médicale de secours, Louise va organiser une quête auprès des bourgeois, notamment à l'église. Pour se montrer plus persuasive, elle va demander à un garde national avec son fusil de l'accompagner, ce qui s'avérera plutôt efficace. Devant l'incompétence du gouvernement à organiser la défense, une grande manifestation est organisée devant l'Hôtel de Ville le 31 octobre 1870. On réclame la déchéance du gouvernement, la proclamation de la commune et la résistance jusqu'à la mort. On fait venir l'armée qui arrête les meneurs. Louise constate que rien n'a changé depuis l'Empire. De nombreux clubs de discussion ont ouvert dans la capitale, à la manière de ceux qui avaient été créés à la Révolution de 1789. Louise préside l'un d'eux avec un pistolet sur la table pour dissuader les forces de l'ordre d'interrompre les discussions. Le siège se poursuit alors que l'hiver est très rude, il fait jusqu'à moins 12 degrés. On se nourrit avec ce qu'on peut. Chiens, chats, chevaux, rats. Les restaurants bourgeois servent les animaux du jardin des plantes qu'on a sacrifiés, comme l'atteste ce menu de Noël. Tête d'âne farcie, consommé d'éléphant, le chameau rôti à l'anglaise, le civet de kangourou, côte d'ours rôti sauce poivrade, cuisseau de loup, le chat flanqué de rat, la terrine d'antilope aux truffes. Une nouvelle manifestation devant l'Hôtel de Ville réclame la déchéance du gouvernement et le refus de la reddition le 22 janvier 1871. Certains des manifestants, dont Louise Michel, sont armés, et lorsque les soldats font feu sur la foule, Louise fera partie de ceux qui vont riposter en tirant sur l'Hôtel de Ville. À la suite de ces événements, le gouvernement promet de ne pas livrer Paris et tente de relier en silence les différents clubs. 6 jours après cette promesse, l'armistice avec les Prussiens est signé. Le dirigeant allemand Bismarck va alors réclamer la tenue d'élections rapides afin de vite pouvoir négocier les conditions de la paix avec un gouvernement légitime. Ces élections, organisées à la va-vite, forment une assemblée largement dominée par les monarchistes élus à la campagne. Des milieux où l'influence de l'Église va peser de tout son poids en faveur des conservateurs. Le problème, pour le nouveau gouvernement dirigé par Adolphe Thiers, c'est Paris, où le mouvement révolutionnaire est très bien organisé et armé. Il essaie alors de reprendre les 227 canons de Montmartre pendant la nuit du 17 au 18 mars. Mais l'opération traîne, on manque de chevaux. La population, découvrant l'opération, s'y oppose farouchement. Après tout, ces canons ont été payés avec des souscriptions qu'ils ont payées pendant le siège. Le général Lecomte ordonne alors à ses troupes de faire feu dans la foule, qui empêche la prise des canons, foule qui compte de nombreuses femmes, dont Louise Michel. Les soldats refusent de tirer et fraternisent avec le peuple. Le général Lecomte sera capturé et exécuté. Dès lors, le gouvernement panique et fuit pour Versailles. Il est suivi par les grands bourgeois et une partie de l'armée. Le comité central de la garde nationale s'installe alors à l'Hôtel de Ville pour organiser la suite des événements. Le comité ne veut pas être qualifié d'usurpateur, donc il veut organiser des élections. Louise pense au contraire que ce n'est pas la priorité. Pour elle, il faut profiter de la confusion et poursuivre le gouvernement jusqu'à Versailles, de manière à éviter une future répression de l'insurrection. Le comité refusant cette possibilité, Louise va proposer d'aller assassiner Thiers. Pour prouver que c'est possible, elle va se rendre à Versailles et aller faire de la propagande dans les campements de l'armée. Pour s'amuser, elle va même dire du mal d'une certaine Louise Michel. Elle renoncera toutefois à son projet face à l'opposition de son ami Théophile Ferré. Les élections ont lieu le 26 mars, et le 28, la Commune est proclamée. La Commune adopte toute une série de mesures sociales. Elle donne le droit de vote aux étrangers, amorce l'égalité des salaires entre hommes et femmes, sépare l'église de l'État, elle laïcise l'école, elle instaure l'élection des cadres de l'armée, la révocabilité des élus, elle constitue des ateliers autogérés, etc., etc. Louise approuve évidemment tout ça, mais elle déplore le côté absolument légaliste de la Commune. En effet, cette dernière refuse de s'emparer de la Banque de France alors que ça lui serait très facile. La Banque de France consentira à un prêt de 3 millions de francs à la Commune, alors que dans le même temps, elle prêtera beaucoup plus au gouvernement de Thiers. À partir du 2 avril, le gouvernement de Versailles commence sa reconquête de la ville. Dès lors, Louise va se consacrer entièrement à sa défense, que ça soit en soignant les blessés ou en occupant elle-même les barricades. Louise n'est pas la seule femme à participer activement au combat.
mais elles doivent souvent faire face à la misogynie des chefs qui ont du mal à les accepter comme combattantes, ce qui est moins le cas des soldats. Thiers va se mettre d'accord avec Bismarck pour récupérer 100 000 prisonniers. Pour éviter de nouvelles fraternisations avec les Parisiens, il va envoyer des soldats, souvent analphabètes et gavés de propagande et d'alcool. La consigne donnée est claire, pas de prisonniers. La répression est terrible, beaucoup de prisonniers sont fusillés sur place. Les massacres atteignent leur apogée durant la semaine sanglante. Les communeux sont désespérés et allument de grands incendies pour ralentir les Versaillais. C'est ainsi que le palais des Tuileries sera détruit. Louise se bat avec férocité pendant la semaine sanglante. Mais elle apprend que les Versaillais la cherchaient, et ne l'ayant pas trouvée, ils ont fait arrêter sa mère. Elle décide alors de se rendre pour la faire libérer. Dans son camp de prisonniers à Satory, Louise assiste à de nombreuses exécutions. Elle ne sait pas quand viendra son tour. Son grand ami Théophile Ferré, dont elle était peut-être amoureuse, est condamné à mort par un conseil de guerre. Ferré refuse de demander grâce. Alors elle le fait pour lui. Elle envoie des lettres à l'ambassadeur d'Angleterre, à Victor Hugo, et même à Adolphe Thiers, qu'elle menace de dévoiler des documents compromettants. Rien n'y fera. Lors de son procès, Louise demande la mort. Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satory, où déjà sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien on a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. Le tribunal n'ose pas la condamner à mort, car elle a des amis qui pourraient retourner l'opinion, comme Victor Hugo. À la suite de son procès, ce dernier va lui dédier un poème, Viro Major. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait d'où viens-tu, tu répondrais je viens de la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, ceux-là, femme, devant ta majesté farouche, méditer et malgré la mer plie de ta bouche, malgré le maudisseur qui s'acharnant sur toi te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyez resplendir l'ange à travers la méduse. Louise Michel est condamnée au bagne à perpétuité. Les longs mois de traversée vers la Nouvelle-Calédonie sont pour Louise l'occasion de faire le bilan de l'expérience de la commune avec d'autres communeux, notamment avec Nathalie Lemel, grande figure de la résistance à l'Empire et co-créatrice de l'Union des femmes pendant la Commune. À la suite de ces discussions, Louise décide qu'elle est désormais anarchiste. Eh bien, à force de comparer les choses, les événements, les hommes, ayant vu à l'œuvre nos amis de la Commune si honnêtes qu'en craignant d'être terribles, ils ne furent énergiques que pour jeter leur vie, j'en vins rapidement à être convaincu que les honnêtes gens au pouvoir y seront aussi incapables que les malhonnêtes seront nuisibles, et qu'il est impossible que la liberté s'allie à un pouvoir quelconque. Je suis donc anarchiste, parce que l'anarchie seule fera le bonheur de l'humanité. Louise s'accommode très bien à son nouveau lieu de vie. Elle est fascinée par ces paysages qui lui sont totalement étrangers. Elle va écrire quelques poèmes pour décrire ce qu'elle voit. Il est un noir rocher près des flots monotones, où plane incessamment l'aile des grands cyclones. Bloc tombé d'un sommet croulant, au bout de l'horizon c'est l'onde, toujours l'onde. Sous le soleil couchant, toute la mer est blonde. Les flots murmurent doucement. Louise va tout faire pour mettre cet exil forcé à profit. Elle va beaucoup observer la nature autour d'elle, elle fera des observations très précises de plantes, mais aussi du comportement de certains insectes. Elle va même pousser plus loin son désir de connaissance en détruisant une baraque abandonnée pour en faire une serre ou mener des expériences. Comme durant son enfance, Louise recueille et soigne des animaux blessés. Du coup, beaucoup d'entre eux vivent autour de sa case. Louise s'intéresse beaucoup à la culture kanak, le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Elle publiera même un livre, Légendes et chants de gestes kanak, en 1885. Les Kanaks apprennent leur culture à Louise, et Louise leur apprend à lire, écrire, compter. Elle adapte ses méthodes d'apprentissage à leur culture, à leur vécu. Les autres communeux ne comprennent pas cet intérêt, et ils se méfient des Kanaks, car on les dit cannibales. Louise se lie également d'amitié avec des prisonniers algériens, envoyés là après la révolte de 1871. Les autres communeux ne s'en approchent pas, car elles croient à la mission civilisatrice de la France. Louise comprend que leur combat n'est pas différent du sien. Ils luttent également contre l'oppression. Elle admire leur courage et leur dignité. En 1878, les Kanaks se révoltent contre les autorités coloniales. Si la plupart des communeux participent à la répression, ce n'est pas le cas de Louise, qui va tenter de les aider.
en leur indiquant de couper les fils du téléphone par exemple. Après quelques succès kanaks, grâce à des techniques de guérilla dans la jungle, les autorités mettent le feu à la forêt. Les Kanaks sont violemment réprimés. Louise envoie des courriers en métropole afin de montrer l'ampleur du massacre, mais ils resteront sans effet. Louise partage tout ce qu'elle a avec ses camarades, qui l'admirent beaucoup. Un des bagnards écrira à son propos « Elle a la bonté angélique, l'inaltérable douceur, la patience inépuisable, le dévouement, l'abnégation d'une sainte. D'indulgence sans borne, favorable à tous, elle soigne et console les malades. Elle offre aux hommes l'exemple du courage et du calme. Sa charité est absolue. Sitôt qu'elle reçoit un peu d'argent des siens, elle le distribue jusqu'au dernier sou à ses camarades. » Après 5 ans, Louise est autorisée à s'installer à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, sous contrôle pénitentiaire. Louise reprend son métier d'institutrice, d'abord pour les enfants déportés, puis le maire la charge des cours de dessin et de musique dans l'école de filles de la ville. De plus en plus de communeux sont graciés, et Louise apprend qu'en France, des lettres et des pétitions sont faites pour demander sa libération. Louise écrit alors au député Clémenceau, qu'elle connaît, et au président de la République, Jules Grévy, pour demander à ce qu'on ne les prenne pas en compte. Elle écrit « Je ne comprends d'autre retour en France que celui qui ramènerait toute la déportation et toute la transportation de la commune, et n'accepterait jamais d'autre. » De fait, en janvier 1880, on l'informe de la remise du reste de sa peine. Mais elle reste sur place, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'amnistie générale des communeux soit prononcée en juillet. Au retour de Louise à Paris, plusieurs milliers de personnes l'attendent à la gare. Elle participe à une première réunion publique à Montmartre, et la salle est pleine près de 2 heures à l'avance. Là aussi, il y a plusieurs milliers de personnes. Le journal Le Français titre à sa une « Louise Michel, reine de Montmartre ». Louise est une très bonne oratrice. Dans ce premier discours, elle rend hommage à la commune et en tire les leçons. La commune est bien vivante, elle est reconstituée. Nous sommes comme ces vieux drapeaux troués par les balles, quelques coups de fusil de plus ou de moins ne nous importent guère. Je suis partie enthousiaste, je reviens froide, calme. Nous étions généreux, nous ne le serons plus. Vous nous avez arraché le cœur, tant mieux, nous serons implacables. Nous ne voulons plus que les mères deviennent folles de douleur. Nous ne voulons plus que les enfants meurent, et quand viendra l'heure, je vous demanderai de frapper les premiers. Elle tire le bilan du trop grand pacifisme de la commune, de sa volonté légaliste. La commune doit servir de leçon. Pour elle, on ne doit pas faire de concessions à l'ordre ancien, sous peine d'être vaincu. Pour la foule, venue l'accueillir avec ferveur, elle représente l'espoir, la militante que la répression n'a pas su briser. Même si son corps est affaibli, même si elle a vieilli, elle vient d'avoir 50 ans, sa volonté de lutter est intacte. Pour Louise, la seule manière d'éradiquer la misère est la révolution sociale. Elle seule permettra d'émanciper les travailleurs et leur permettra d'atteindre la liberté, l'anarchie. Louise évoque le destin lié des femmes et de la révolution. Pour elle, la révolution ne peut se faire sans les femmes, et les femmes ne peuvent s'émanciper sans la révolution. Elle détonne avec beaucoup de féministes de l'époque, qui réclament le droit de vote. Pour elle, c'est inutile, car elle refuse toute participation au pouvoir en place. Il faut chercher à obtenir l'instruction et les salaires égaux, mais aussi le mariage libre, où l'homme n'est plus le propriétaire de la femme. Louise soutient les mouvements sociaux partout en France. Les ouvrières de Lille sont en grève pour réclamer une augmentation afin de pouvoir payer leur pain. Louise organise alors une conférence payante. De nombreux bourgeois ont payé leur entrée pour venir l'insulter. Alors, en commençant, Louise leur annonce qu'ils peuvent bien l'écouter ou hurler. Elle s'en fiche puisque de toute façon, elle a déjà récolté suffisamment d'argent pour alimenter la caisse de grève des ouvrières et leur permettre d'obtenir gain de cause. Louise répétera ce processus de nombreuses fois pour financer la lutte, sans jamais garder un sou pour elle, ce qui fera qu'elle vivra toujours dans la précarité. Sa mère lui reproche de se laisser promener de ville en ville comme une bête de foire, ce à quoi Louise répondra « Oui, j'irai, et je danserai, et on me donnera des gros sous, et des gens qui n'ont pas mangé, mangeront. » Louise refuse les guerres entre mouvements révolutionnaires, communistes, socialistes, anarchistes. Pour elle, chacun a son rôle à jouer. Elle parle beaucoup de la révolution, mais elle n'a pas vraiment de stratégie pour la déclencher. Cela n'empêche pas d'inquiéter les autorités, qui la font surveiller de près. Le 9 mars 1883, une grande manifestation à Paris réclame du travail et du pain. Lors de cette occasion, Louise va arborer le drapeau noir, qui deviendra le symbole du mouvement anarchiste. Et du coup, les Targaryens c'est des anarchistes ? Ni Dieu ni maître! Elle déclara « Plus de drapeau rouge, mouillé du sang de nos soldats. J'arborerai le drapeau noir, portant le deuil de nos morts et de nos illusions. » Pour elle, le drapeau rouge sera ressorti lorsqu'on pourra le défendre, c'est-à-dire lorsque le temps de la révolution armée sera venu. Pendant la manifestation, certains manifestants entrent dans des boulangeries pour prendre du pain et le distribuer. Sous ce prétexte, on inculpe Louise pour incitation au pillage,
et on la condamne à 6 ans de prison. En prison, elle s'essaye à l'ethnologie. Elle étudie les mœurs et le langage des femmes détenues avec elle. Elle essaie de les aider en faisant jouer ses relations comme Clémenceau. Elle en profite aussi pour écrire ses mémoires, et aussi des romans qui paraissent sous forme de feuilletons. Elle apprend aussi l'anglais et le russe. Sa mère décède le 3 janvier 1885, alors que Louise avait eu l'autorisation de lui rendre visite. Des milliers de personnes seront présentes à son enterrement. Lorsqu'elle reçoit un journaliste du journal Le Socialiste, en septembre, elle relativise sur sa condition de prisonnière. « Je suis plus libre que beaucoup qui se promènent à ciel ouvert. Ceux-là sont prisonniers par la pensée. Ils sont enchaînés par leurs propriétés, par leurs intérêts d'argent, par leur triste nécessité de vie, absorbés au point de ne pouvoir vivre en être humain, en être pensant. » Elle refuse toujours les demandes de grâce de ses amis, notamment celle de Clémenceau. Lorsqu'elle est finalement graciée par le président Grévy en janvier 86, on doit l'expulser de la prison de force. Louise reprend alors ses tournées à travers la France. Elle défend le mouvement ouvrier, dénonce le colonialisme. Lors d'une conférence au Havre, Louise est victime d'un attentat. Une balle viendra se loger dans son crâne. Elle survivra, mais il sera impossible d'extraire la balle, qui restera dans son crâne tout le reste de sa vie. Louise rejette le suffrage universel. Pensez-vous, citoyens, que les gouvernants vous laisseraient les bulletins de vote si vous pouviez vous en servir pour faire une révolution ? Votre vote, c'est la prière au dieu sourd de toutes les mythologies. Quelque chose comme le mugissement du bœuf flairant l'abattoir. Il faudrait être bien niais pour garder ses illusions sur le pouvoir. Le voyant à l'œuvre, il se dévoile tant mieux. Louise ne croit pas aux vertus du travail comme les socialistes. Elle espère que le progrès technique permettra à l'homme de s'émanciper le plus possible du travail pour qu'il puisse se consacrer aux arts, à la lecture et à la vie tout simplement. La santé de Louise est de plus en plus fragile. La presse la traite de folle. Elle est sous surveillance constante de la police. Elle reçoit des menaces de mort. On dépose même un chat mort devant chez elle. Elle va donc s'installer à Londres pour quelque temps. Là-bas, elle va retrouver quelques camarades réfugiés politiques. Elle va prendre le temps d'écrire un livre sur la Commune, mais aussi des poèmes. En 1893, un anarchiste lance une bombe à clous dans l'Assemblée nationale. Des journalistes viennent alors à Londres pour interviewer Louise sur le sujet. On lui demande si elle aurait pu commettre l'attentat, ce à quoi elle répond « Sans aucun doute, puisque c'était pour le bonheur de l'humanité. Si cela était utile à la cause, dans une circonstance donnée, je n'aurais pas plus de remords à commettre un de ces actes dont le but est d'éviter de grandes misères que je n'en avais en 1871, quand je suivais les compagnies de marche et que je ne cessais de tirer. Et je vise fort bien. » Elle revient en France pour défendre le programme de l'anarchie lors d'une nouvelle tournée. Le programme qu'elle défend, le voici. Ce que nous voulons, c'est l'appropriation de la terre par tous, la nourriture pour tous, la disparition de toutes les misères, la négation de tous les gouvernements, l'ouverture des prisons. Ce que nous voulons, c'est l'application des 3 mots qui ne reflètent que des mensonges sur nos monuments publics. Louise fait bien évidemment référence à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Elle croit en ces principes, mais elle ne pense pas que la Troisième République les défende sincèrement. La santé de Louise fait de nouveau des siennes, mais elle se lance tout de même dans une nouvelle tournée antimilitariste pour dénoncer la guerre russo-japonaise commencée en 1904. Louise Michel meurt d'une pneumonie le 9 janvier 1905 en déplacement à Marseille. Une foule immense suit son cortège funèbre. Il est difficile de donner des chiffres, mais on peut imaginer la peur du pouvoir en examinant les dispositifs policiers impressionnants décrits par un journaliste du journal L'Action. 25 officiers de la paix, 80 brigadiers, 880 sous-brigadiers, 8000 sergots, 400 agents de la brigade des recherches, 350 inspecteurs de la sûreté, 10 agents de la mobile, plus 3 bataillons d'infanterie et 6 escadrons de cavalerie. Même dans la mort, Louise Michel fit peur aux puissants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à faire un énorme merci à la prof qui m'a aidé à faire cette vidéo. Elle a entre autres une émission qui s'appelle Jean de Dame Badass, où elle met en avant des femmes qui ont fait plein de trucs cool, mais qui sont encore trop méconnues dans l'histoire. Un peu comme notre Louise Michel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine. Mais nous ne voulons plus fléchir sous le joug qui gourme à nos pères, car nous voulons nous affranchir de ce qui cause nos misères. Église, Parlement, capitalisme, État, magistrature, patron et gouvernants, libérons-nous de cette pourriture.